Bonjour à tous. Alors beaucoup me posent la question, Ricardo, faut-il réellement craindre Trump? Certains aujourd'hui remettent en cause, légitimement je dirais, le fait qu'il ait été soutenu par certaines communautés aux États-Unis et adopterait ainsi une politique destructrice au Moyen-Orient. Certains évoquent aussi Musk et ses projets transhumanistes de puçage numérique, mais tout cela est tout simplement de la projection. En revanche, je suis sûr que pour mes amis bordelais qui ont des vignobles là-bas, c'est pas bon aujourd'hui avec les droits de douane. En politique, j'avais un copain à l'époque qui me disait il faut raisonner par l'absurde à l'envers. Donc imaginez que l'administration Biden avec Kamala Harris soit passée. Macron se serait encore plus senti dans une forme d'impunité, je dirais même d'immunité, le roi du monde. L'Europe aurait ainsi verrouillé encore plus le système. Ils auraient créé des pandémies à outrance. Nos enfants auraient été envoyés en Ukraine. Macron serait devenu numéro 1 de l'Europe après son mandat, et la France aurait été wokiste, mondialiste et inclusive. Alors oui, Trump n'est certes pas le sauveur, mais c'est de très loin un moindre mal. Si vous êtes d'accord, merci de partager. Et l'élément clé quand même de cette affaire, qui n'a été cité ni par vous ni par votre prédécesseur, c'est que le magistrat qui a incarcéré le directeur de cette école a été demandé en rendez-vous par François Bayrou. Donc lui, il dit très clairement qu'il a informé François Bayrou de ce viol atroce. C'était pas un crime sexuel, là. Si, c'était un crime sexuel, puisque ce magistrat a donné justement une interview à Mediapart, et il dit ceci, il dit cet enfant apprend que son père est mort, donc le directeur vient réveiller cet enfant pour lui annoncer que son père est mort, qu'il doit se lever pour prendre le train pour aller aux obsèques de son père, donc cet enfant est très déstabilisé, il l'emmène sous la douche, et là il le viole. Et donc, François Bayrou entend, comme si nous on entendait une affaire comme ceci, premièrement on fait fermer l'établissement, ou on demande immédiatement une enquête sur les autres enfants pour voir s'il y a eu d'autres crimes, puisque on découvre que c'est un système à l'intérieur de cette école, c'est-à-dire que c'est non seulement les religieux qui violent, mais c'est aussi les laïcs. Donc tout ce petit monde se protège. Et quand vous posez la question de savoir mais pourquoi, quel intérêt il y aurait, mais l'intérêt c'est la protection de l'institution, c'est tout. C'est-à-dire qu'un enfant qui subit... Oui, attendez, c'est moi qui ai fait la première circulaire contre les violences sexuelles à l'école. Et ça date pas d'aujourd'hui, ça date d'août 97. On appelle même la circulaire royale. C'est-à-dire que dans ces cas où l'éducation nationale ne savait pas trop comment faire, j'ai fait un travail considérable avec le juge Hayat, des policiers, des gendarmes, et on a donné des instructions très claires qui couvraient aussi l'enseignement privé. Et donc la question. Je suis d'accord. Je me souviens très bien. Mais François Bayrou ne peut pas nier ne pas être au courant puisque le magistrat affirme qu'il est venu le voir. On m'avait demandé si la France est un pays ennemi. Mais bien sûr, pour moi, c'est difficile de dire ça, mais c'est vrai, depuis 9 ans, vous menez une guerre économique et là, vous participez dans l'approvisionnement militaire de l'Ukraine. Bien sûr que vous êtes des ennemis. Cependant... Vous, les Français, n'ont aucun droit de juger quelqu'un. Parce que vous avez foutu la guerre civile en Afghanistan, en Irak. Vous, les Français, en Libye, vous êtes responsables à des crimes de guerre en Afrique, et c'est pas à vous de juger les Russes qui aujourd'hui mènent une opération militaire spéciale pour libérer 20 millions de nos compatriotes pris en otage par le rêve européen et par la bande de Zelensky. On va les écraser, on va les écraser et on va pas vous laisser la possibilité de nous juger. Monsieur Tolstoï. Par rapport à ce que vous avez fait dans le monde, tout ce qui se passe en Ukraine, c'est un petit conflit. Donc, mais surtout, chaque personne de bon sens jugera ce que vous entendez. Vous avez le droit de nous juger. En accusant aujourd'hui l'armée russe à des crimes de guerre sur le territoire ukrainien, vous êtes en train de faire oublier le fait que c'est l'armée russe qui a libéré l'Europe. Mais pardon, monsieur Tolstoï, c'est l'armée russe qui a gagné la Deuxième Guerre. On va revenir au rôle. Les Anglais et les Américains, ils ont tous ensemble perdu une dizaine partie des soldats, contrairement à l'armée russe. Monsieur Tolstoï, on va revenir au rôle des Les Français ont tenu 40 jours contre les Allemands, et dans 40 jours, il était à Paris, tandis que l'Union soviétique, pendant 4 ans, les a complètement écrasés. Et après que vous reconnaissez tous les crimes de gouvernement Vichy, etc., ce qui compte, c'est le résultat. Et le résultat, c'était la libération de l'Europe, et notamment, c'est la participation de l'Union soviétique dans cette guerre
et le fait que l'Union soviétique a gagné cette guerre a fait que la France aujourd'hui ne parle pas allemand. Vous étiez également les amis des Allemands lors du pacte de Munich. Vous avez participé dans le partage de la Tchéquie. Donc si vous voulez donner des leçons d'histoire, il faut être plus prudent et plus objectif. Mon fils est en secondaire 2, il a 13 ans, il a commencé à recevoir le nouveau cours de sexualité à l'école. On lui a enseigné qu'il pouvait maintenant coucher avec les filles de 15 ans, qu'il pouvait former un couple avec 3 personnes, 4 personnes, 5 personnes, 6 personnes, contrairement à la définition du mot couple. On lui a dit qu'il pouvait même être plus nombreux, qu'ils pouvaient se rendre jusqu'à 30 personnes. Et qu'à ce moment-là, on appelait ça une communauté qui vit ensemble et qui ont des relations sexuelles ensemble. Autrefois, on appelait peut-être ça de l'échangisme ou une partouze. On lui a dit que dans cette communauté ou dans ce couple-là, on efface le mot engagement. Ça n'a pas d'importance. On parle plutôt de participation. Pendant le cours, il y a des enfants qui ont quitté la classe. On est allé les chercher dans le collège pour les ramener en classe. Il y en a qui se sont bouchés les oreilles, qui ont fermé les yeux, qui ont regardé leurs pieds, qui ont essayé de lire autre chose. Un deuxième professeur à l'arrière de la classe qui les ramenait à l'ordre. Mon enfant n'ira pas dans ce cours-là tant que je n'aurai pas le contenu exact de ce que le prof enseigne. Et je ne veux plus entendre des folies comme ça qui vont être enseignées à mon enfant. Trump veut nos jobs. We're going to take other countries' jobs. Et Mark Carney est le candidat idéal pour l'aider. Avec Trudeau, Carney a affaibli le Canada en imposant des taxes qui font fuir nos jobs aux États-Unis. Mark Carney s'est opposé à l'énergie canadienne, tout en faisant des profits sur le charbon américain. Il a même déménagé le siège social de son entreprise et ses emplois à New York. Exactement ce que Trump voulait. Mark Carney, s'il gagne, c'est le Canada qui perd. Je suis aujourd'hui à Bruxelles et je dois vous parler de quelque chose de scandaleux que je viens de découvrir. Aux États-Unis, en ce moment même, Elon Musk, sur ordre de Donald Trump, est en train de regarder ligne par ligne toutes les dépenses de l'État américain. Avec une équipe qui y consacre ses jours et ses nuits, Elon Musk découvre des choses extraordinaires qui seraient hilarantes si elles n'étaient pas absolument scandaleuses. En particulier, ces dépenses folles concernent le soutien financier apporté à des pays étrangers par l'USAID. Chez nous, c'est l'équivalent de l'aide publique au développement, qui nous coûte 15 milliards d'euros chaque année. Vous le savez, j'en ai beaucoup parlé, et je suis assez fier que cela ait permis d'élire le débat en France. Oui, nous avons le même problème chez nous, et il va beaucoup plus loin que la seule aide publique au développement. Depuis septembre, avant même la victoire de Donald Trump, nous avons lancé un grand audit avec Reconquête. Nous avons demandé à chacune de nos fédérations d'inspecter les comptes des administrations de leur département, et je peux vous assurer que ça n'est pas beau à voir. Nous y reviendrons. Maintenant, que dire de l'Europe ? La bureaucratie gaspille votre argent pour financer vos adversaires, et parfois même vos ennemis. Notre tour est venu d'examiner pour vous ces dépenses qui nous détruisent, qui détruisent de plus en plus le produit de notre travail. Que finance la Commission européenne avec l'argent de vos impôts ? Écoutez bien. La Commission finance un projet d'éco-islam qui vise à promouvoir le djihad écologique en Indonésie. Oui, vous avez bien entendu. Le djihad écologique. Et cela vous coûte 2 millions d'euros. Elle finance également un projet intitulé « L'islam blanc, une nouvelle religion pour les Européens ». Un programme qui vise à soutenir les Blancs convertis à l'islam et à protéger l'islam des mouvements anti-islamiques. Coût 271 000 euros directement de votre poche. Elle finance non pas un, mais plusieurs programmes destinés à comprendre pourquoi vous êtes islamophobe. Et toujours avec votre argent. Elle finance un programme qui vise à comprendre pourquoi l'islam souffre plus que les autres religions de l'existence d'Internet. Tarif 3 870 000 euros, toujours prélevé sur votre compte en banque. Ça fait cher la question. Et un programme pour relativiser l'esclavage dans la civilisation musulmane. 1,5 million d'euros, à votre bon cœur. La liste continue, elle est sans fin. Car des programmes aussi absurdes, aussi dépensiers, la Commission européenne ne lance pas une poignée, mais des dizaines. La Commission a financé plus de 36 500 projets en lien avec l'inclusion. Et à chaque fois, votre compte en banque est la seule et unique source de ces délires scandaleux. Si vous aviez le choix, vous refuseriez de payer pour tout cela. Mais vous n'avez pas le choix. C'est une tyrannie fiscale, c'est du vol, c'est de la manipulation idéologique. C'est le contraire du bon sens et c'est le contraire de la morale. Alors l'heure est venue de faire les comptes. L'heure est venue de déceler qui finance quoi et pourquoi. L'heure est venue surtout de fermer tous ces postes, tous ces bureaux, toutes ces bureaucraties, d'annuler tous ces programmes conçus par des gens qui ne savent rien faire d'autre que de nous condamner à la ruine. Vous le savez,
c'est mon intention. Je sais que je peux compter sur vous pour être lucide et déterminé. Vous savez que vous pouvez compter sur moi pour mener ce combat en votre nom, à Paris comme à Bruxelles, aujourd'hui comme dans les années à venir. Il ne fait que commencer. À très bientôt. Alors spécifiquement pour le inciter à vacciner les femmes enceintes et les enfants, il faut savoir qu'aux États-Unis, lorsqu'un vaccin est sur le calendrier vaccinal, c'est-à-dire c'est pas obligatoire mais recommandé pour les femmes enceintes ou pour les enfants, eh bien le fabricant est automatiquement dédouané de toute responsabilité, voilà. Automatiquement. Donc, voilà, donc c'est pour ça que dans cette loi, si vous voulez, de 1986, j'ai oublié de le dire, mais il y a cette clause là. Pour que le fabricant soit dédouané de responsabilité, il faut que le vaccin soit au calendrier des femmes enceintes et des enfants. C'est Robert Kennedy qui l'a expliqué. En effet, moi j'ai vérifié ça. Ouais. C'est dans la loi. Donc c'était important pour les États-Unis. Et puis cette loi, elle est pas évidemment identique en Europe, mais bon, grosso modo, on suit un peu les États-Unis. Donc c'était important que ça soit recommandé aux enfants et aux femmes enceintes pour rentrer pour que dans. ça soit validé. Voilà, voilà. Donc c'est ça qui est en jeu, parce qu'en effet, quand on regarde les statistiques de tous les pays, ça ne touche pas les enfants. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, grâce à Donald Trump, nous apprenons que la BBC est financée par les Américains, mais aussi par Bruxelles. 1,3 million de livres en 2023. Un chiffre invisible dans le système de transparence financière de la Commission qui indique 39 millions d'euros payés à la chaîne anglaise depuis 2014. Pourquoi Bruxelles finance des médias? Est-ce que Ractive, un média europhile, peut critiquer la Commission s'il reçoit 36 millions d'euros de la Commission? Pourquoi financer des médias étrangers? Pourquoi financer Internews, dont personne n'a jamais entendu parler, qui reçoit de l'argent de Soros ou de lobby des vaccins? À Paris, leur bureau rue Jeanne d'Arc est désert. Pourtant, Bruxelles leur aurait versé 72 millions d'euros et les Américains, via USAID, près d'1 demi-milliard de dollars. Sa présidente gagnerait près de 400 000 $ par an et l'année dernière, à Davos, elle a recommandé de démonétiser des sites d'information en développant des listes d'exclusion de publicité. La Commission doit nous expliquer et surtout doit cesser ces subventions occultes de contrôle des médias et de corruption potentielle. Je vous remercie. Incroyable. La première ministre danoise, Mette Frederiksen, annule toutes les sanctions imposées par l'OTAN et l'Union européenne contre la Russie. Quelle humiliation! Elle déclare « Nous ne pouvons pas fermer nos frontières à la Russie. La Russie n'a rien fait au Danemark. » L'OTAN et l'Union européenne cherchent à nous induire en erreur en nous imposant ces sanctions. J'annule dès aujourd'hui toutes les mesures prises contre la Russie. Dans le même temps, le président de la Croatie refuse d'envoyer des soldats en Ukraine. Le Premier ministre croate, Andrej Plenković, affirme « Nous devons éviter le danger car la Russie est une puissance redoutable. » Depuis le début de son conflit avec l'Ukraine, elle affronte simultanément près de 10 pays qui soutiennent l'Ukraine. Malgré cela, la Russie reste dominante. Je pense que seule la négociation peut mettre fin à cette guerre. Envoyer des troupes en Ukraine, c'est comme jeter de l'huile sur le feu. Aucun soldat croate ne sera envoyé sur le sol ukrainien. Il ajoute, la Croatie aime son peuple et refuse d'envoyer ses soldats à la mort face à la Russie. Mais pourquoi les Français n'exigent-ils pas la démission d'Emmanuel Macron? S'ils se représentent aux élections, ils voteront encore pour lui malgré la souffrance qu'il leur inflige. Français, dites en commentaire pourquoi vous ne réclamez pas la démission de Macron. Ma décision reste inchangée. Il doit partir. Entre la première ministre danoise et le président Macron, qui aime le plus son peuple, seuls les ingrats passeront sans donner leur avis ni partager cette vidéo. The centerpiece of the Pfizer papers is an intentional attack on human sexuality and especially on women and babies. They killed the babies and they knew it. They poisoned the breast milk and they knew it. They damaged the placentas and they knew it. They lowered the sperm count and they knew it. They have a chart of the babies they're injuring. They have a chart of the women's menstrual cycles that they're disrupting. They concluded that babies were dying in utero due to maternal exposure to the vaccine. And this is the document that went to Dr. Walensky. And then she gave a press conference saying, you've got to, get a vaccine, a COVID vaccine before, during, or after your pregnancy. So this is satanic, right? This is satanic on a massive level. And you look at Bourla and you look at,
you know, the fact that they knew they were doing this, which if you read the Pfizer papers, you cannot conclude otherwise. And this 13 to 20% drop in live births. So I guess what I'm trying to say is they tried to kill us. You know, they tried to wipe us out. They tried to sterilize us. A lot of people died. There's going to be horrible struggles with fertility, but we survived and the truth came out.